On va rentrer tout de suite dans le débat. Premier débat, renouveler le dialogue entre métropole, grandes villes, villes moyennes, espaces périurbains et ruraux. J'invite les intervenants à cette première table ronde à nous rejoindre en appelant Nadine Levrato, économiste, qui était membre du conseil scientifique du colloque qui s'est tenu hier à Rennes, ainsi que Romain Pasquier, politiste, et qui en était le coordonnateur. Et puis Nathalie Appéré, maire de Rennes, Robert Herrmann, le président de l'Eurométropole de Strasbourg, Guillaume Garot, secrétaire général du groupement hospitalier de territoire de Loire-Atlantique, Raymond Val, sénateur-maire de Florence et président du PETR des Portes de Gascogne. Il est le président aussi de l'Association nationale des pôles d'équilibre territoriaux et des pays. Et puis Boris Lehir, qui est chef de projet du département économie à France Stratégie. Voilà, mesdames, messieurs. Donc, Jonathan Rolland a vraiment bien posé les termes de nos échanges d'aujourd'hui, nous appelant à la créativité, nous appelant aussi à être dans le temps des questionnements collectifs sur de nouveaux modèles de développement territorial. Peut-être avant de rentrer dans les échanges, je vais demander donc à Nadine Levrato et Romain Pasquier de nous faire à deux voix un écho de ce qui s'est dit hier dans ce colloque scientifique qui se tenait à Rennes, à l'Institut d'études politiques de Rennes. Bonjour, merci de m'avoir invité à participer d'abord à ce comité scientifique et ensuite à cette journée sur un thème qui est à la fois important et intéressant. Alors le colloque scientifique d'hier a permis d'avoir un regard de plusieurs disciplines sur un objet d'étude qui est souvent fractionné parce que dans les approches académiques, on a un tropisme qui est très fort en matière disciplinaire. Or, avec l'Alliance des territoires, on touche vraiment à plusieurs niveaux et les regards croisés permettent vraiment de confronter les points de vue et surtout de se dégager d'approches parfois trop technicistes, aussi bien lorsqu'elles sont concentrées sur les outils, les institutions, les traçages de frontières, qu'en économie, lorsque l'on manipule des données sans faire véritablement attention aux frontières et aux territoires auxquels elles s'appliquent. Alors, ce que j'ai retiré de la journée d'hier, c'est d'abord une attention renouvelée à la confusion des termes, c'est-à-dire que le terme territoire, le terme métropole sont mis à toutes les sauces, si vous me passez l'expression, et on a tendance à confondre les frontières institutionnelles, les frontières administratives et les réalités économiques et sociales. En d'autres termes, les métropoles ne s'arrêtent pas aux frontières administratives des métropoles. Et ça, je crois qu'il est vraiment important de le rappeler parce que on a des difficultés à concevoir des rayonnements ou des relations qui ne soient pas marquées par ce cadre administratif. La présentation du collègue allemand était justement très intéressante de ce point de vue-là. Bientôt 22 métropoles en France, 10 régions métropolitaines en Allemagne, et je crois que ça fait une grande différence dans la conception et le fonctionnement. Donc, élargir le point de vue et s'affranchir, dans la mesure du possible, du lien, de la réalité ou des contraintes administratives. Ensuite, les différentes communications, mais je pense que Romain en dira plus sur ce sujet, ont montré que la question des outils, des institutions était bien entendu importante, mais qu'il fallait renseigner autrement par l'économique et le social. Alors bien sûr, je plaide pour ma chapelle, mais... Là, c'est l'économiste qui parle. Mais pas seulement, dans la mesure où on essaie de prendre en considération justement de façon très, très marquée les différentes composantes. Et c'est vrai qu'on en appelle beaucoup aux organismes producteurs de données pour nous fournir les outils de base qui permettent de comprendre ces liens entre les territoires au-delà de données d'ensemble qui sont souvent insuffisantes pour capter toute la diversité qui a été rappelée. Donc
aux complémentarités concrètes qui ont été soulignées par Madame la Présidente Roland, il y a aussi des complémentarités disciplinaires qu'il faut, je crois, favoriser à travers des programmes, des outils et peut-être des appels à projets pour travailler sur ces sujets. Merci Nadine Levrato. Romain Pasquier, donc je rappelle en plus que vous êtes titulaire de la chaire Territoire et mutation de l'action publique à l'IEP de Rennes. Oui, bonjour à tous. Pour compléter effectivement ce que disait Nadine, peut-être un ou deux enseignements. Le premier enseignement, c'est sans doute la diversité, ça a été rappelé dans le discours d'ouverture, la différenciation des formes d'alliance et des formes de coopération territoriale. Donc là, effectivement, entre des métropoles, entre des pôles métropolitains, des métropoles qui coopèrent, une série d'alliances assez informelles ou des gouvernances techniques autour d'agences. On a une diversité de formes potentielles d'alliances ou de coopération territoriale. Donc la différenciation territoriale, qui est un processus très fort aujourd'hui en France et ailleurs en termes de dynamique socio-économique, de dynamique sociopolitique, on le perçoit aussi quand on s'intéresse à la question de la coopération territoriale. Deuxième question, la comparaison européenne quand même met en exergue des spécificités françaises. C'est-à-dire que on pourra faire beaucoup d'alliances et de coopérations, on a quand même des obstacles institutionnels qui sont assez spécifiques, en particulier, ça a été rappelé, la fragmentation communale. La fragmentation communale, même si on fait de l'intercommunalité depuis 30 ans, ça reste un obstacle sur les questions fiscales, ça reste un obstacle sur les négociations politiques, sur pas mal de sujets. Donc ça, c'est quelque chose de très différent par rapport à l'Allemagne ou par rapport au Royaume-Uni ou par rapport à l'Italie. Donc j'ai envie de dire, on pourra faire beaucoup d'alliances, mais on ne fera pas l'économie de réformes institutionnelles, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Ensuite, on a eu une table ronde à la fin qui posait la question de l'État. Ça a été un peu évoqué en filigrane, j'ai cru comprendre du discours de la présidente, mais clairement... Plus qu'en filigrane. Oui. Bon, en tout cas, j'ai compris. J'ai l'impression que ça va être difficile de promouvoir un agenda d'alliance si l'État ne fait pas confiance au territoire. Et donc là, on a quand même des signaux très significatifs de recentralisation financière en particulier. Et donc faire des alliances sans décentralisation, sans liberté locale, c'est un peu contradictoire. Voilà. Merci donc de ces éléments qui ressortent de la journée d'hier. Alors, pour avancer, peut-être une première réaction de Boris Le Hir. Je rappelle que vous êtes chef de projet département économie à France Stratégie. Vous avez travaillé justement plus particulièrement sur les dynamiques d'emploi entre les métropoles et les autres territoires. Et tout à l'heure, Nadine Levrato disait qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Oui. Et même derrière eh bien, cet ensemble de métropoles, il y a de grandes différences. Oui. Oui, alors déjà un petit mot sur France Stratégie peut-être, parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas. Dans cette salle, c'est pas possible. Le think tank de l'État. Oui, alors qui est quand même assez autonome. Donc nous, on traite plutôt des enjeux macro. Oui, qui sort même des études qui peuvent troubler. Des fois. Oui, donc on est moins spécialisé que peut-être d'autres institutions comme le CGET sur les questions territoriales, mais par rapport aux grands enjeux de moyen long terme, c'est un peu impossible de passer à côté de ces questions-là. Donc en effet, dans un projet qui avait été celui d'évaluer les enjeux pour la prochaine décennie, 2017-2027, on avait pointé du doigt un peu les deux grandes fractures qu'il peut y avoir au niveau territorial en France. La première, c'est entre les régions, donc entre les régions du Nord-Est et le croissant du Sud-Ouest. Donc c'est plus une divergence de dynamique à l'échelle régionale. Et la deuxième, c'est évidemment sur le fait métropolitain, c'est-à-dire les grandes zones métropolitaines et les zones moins denses. Alors, les deux ont la même importance. En revanche, c'est vrai que la question métropolitaine monopolise grandement les débats à l'heure actuelle, comme aujourd'hui. Et c'est une question qui reste très complexe
Et elle a besoin de définition, en fait. Ce débat a besoin d'être bien défini pour lui donner un sens, et notamment la question des périmètres est importante, parce que quand on discute avec les gens, souvent, dans les débats, que ce soit avec des scientifiques ou autres, on se rend compte qu'on ne parle pas toujours de la même chose quand on parle de métropole. La première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met dans la catégorie de métropole, quelles sont les villes qui sont susceptibles de bénéficier de ce fait métropolitain. Est-ce qu'on est capable d'identifier des critères, si c'est un critère de taille, à partir de quelle taille, etc. Il y a la question du périmètre propre de la métropole, et là je rebondis sur ce qu'évoquait Nadine Levrato tout à l'heure. C'est quand on parle de métropole, on peut faire référence à plein de périmètres différents. Il y a celui de la métropole institutionnelle, qui inclut les communes rattachées à l'EPCI. Mais en économie, sur l'évaluation des dynamiques, on préfère se rattacher à des notions plus physiques, et notamment des définitions qui reflètent les agglomérations, etc. Eh bien, on verra peut-être tout à l'heure dans le débat, justement, comment vous les faites vivre. Je rappelle pour le débat que vous avez le hashtag et que vous pouvez déjà réagir ou témoigner des réalités que vous vivez sur vos territoires. On disait tout à l'heure que ces coopérations à l'échelle des pôles métropolitains, elles se passent de façon très, très concrète. La complémentarité des territoires, elle s'organise. Guillaume Carreau, vous êtes le secrétaire général du GHT, le groupement hospitalier de territoire de Loire-Atlantique. Alors là, voilà une application très concrète de collaboration entre les territoires. Parfois, ça a été compliqué à mettre en œuvre, ces groupements hospitaliers de territoire, avec des établissements de santé très divers, où vous me disiez, on a à la fois le CHU de Nantes avec 900 millions d'euros de budget, et puis Clisson qui en a 10 fois moins. Comment ça s'organise? Comment aujourd'hui vous voyez ces complémentarités et comment elles se mettent en œuvre au quotidien? Clisson qui en a 100 fois moins, puisque le budget de Clisson, ça permet de comparer un peu l'alliance qui se fait entre vraiment des institutions dont la culture et dont le poids n'est pas du tout le même, ce qui n'est pas sans susciter, quand on est à la création des GHT, des appréhensions, des difficultés qu'il faut désamorcer, qu'il faut dégonfler, entre guillemets, en prenant le temps du dialogue et en posant les méthodes, les objectifs, les valeurs. Et c'est vrai qu'au niveau du groupement hospitalier de territoire de Loire-Atlantique, donc qui rassemble les 13 établissements publics de santé du territoire, le CHU de Nantes, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, jusqu'à des hôpitaux de proximité sur l'ensemble du département, on s'est vraiment attaché à la fois à assainir nos fondements de dialogue avec une charte de valeurs, avec le fait que même si les établissements peuvent avoir des tailles du simple au centuple, un établissement égale une voix dans cette structure de coopération, quel que soit son poids économique, le poids du nombre de personnel qu'il peut employer, et également autour des valeurs de renforcement de la proximité et d'accès fluidifié à la notion aux prises en charge de recours, au programme de recherche tel que peut le promouvoir le CHU de Nantes. Donc c'est vrai qu'on a vraiment joué sur une question de complémentarité et de projets très concrets. Alors vous êtes donné les conditions du dialogue, oui. À travers cette charte, et puis effectivement la complémentarité, c'est par exemple le réseau que vous avez mis en place, les IRM qui ne sont pas seulement concentrés à Nantes par exemple. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on s'est vraiment attaché à développer des projets très concrets. Une nouvelle IRM, par exemple, dans le nord du département de Loire-Atlantique, à Châteaubriand, qui ouvre dans une semaine, qui est, entre guillemets, co-exploitée entre le centre hospitalier de Châteaubriand et le CHU de Nantes, avec des interprétations d'examens qui sont faites à Nantes par l'utilisation de nouvelles technologies. Ça, ce sont des exemples très concrets, avec des activités qu'on développe également dans l'est du département sur l'ouverture d'une nouvelle antenne chirurgicale d'ophtalmologie, parce qu'on a constaté qu'il y avait des gros besoins de santé publique en la matière sur l'est du département, des collaborations entre le centre hospitalier de Saint-Nazaire et le centre hospitalier de Nantes autour de la cardiologie. Ce sont autant d'éléments très concrets qui nous ont permis de mobiliser les acteurs pour faire ensemble et créer des opportunités, et notamment créer des opportunités vis-à-vis des ressources humaines médicales, parce que c'est vrai que c'est le nerf de la guerre dans le secteur hospitalier, dans une période où la démographie médicale et ses perspectives sont relativement défavorables. L'objectif, c'est vraiment de créer des opportunités, de mobiliser les
acteurs et de faire comprendre aux jeunes médecins qui ont envie de travailler en équipe, qui ont envie d'être impliqués dans des projets de recherche universitaires, qu'ils ont à gagner à aller travailler en proximité, à être responsabilisés dans leurs exercices. Alors là, on est bien sur le changement de modèle qui a été évoqué, comment on le crée, comment le numérique aussi peut aider Exactement. à créer ces nouvelles mises en réseau. Et c'est vraiment, le numérique est vraiment un facilitant qu'il faut vraiment s'attacher à développer. Et c'est quelque chose qui fonctionne. Si on prend rien que l'exemple du groupement hospitalier de territoire de Loire-Atlantique, il y a 5 ans, il y avait 6 assistants. Donc les assistants, ce sont les jeunes médecins qui terminent leur cursus d'internat pour pouvoir prendre un poste de médecin dans les hôpitaux. Il y avait 6 assistants qui acceptaient de prendre un poste territorial, un poste partagé entre le CHU de Nantes et les hôpitaux publics de Loire-Atlantique. Pour cette rentrée, novembre 2017, combien ? Ils sont 29. Donc on voit qu'en 3 ans, on a réussi à multiplier quasiment par 5 une dynamique et un maillage. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on fait très attention, le maillage physique, le maillage numérique, qui nous permettent justement de créer ces projets territoriaux, des synergies et des complémentarités entre espaces ruraux, périurbains et urbains. Voilà, une application très concrète quand on parle dialogue des territoires, organisation. Robert Herrmann, président de l'Eurométropole de Strasbourg. Alors déjà, un pôle métropolitain entre Strasbourg, Colmar et Mulhouse qui a été pionnier. Mais aujourd'hui, comment vous évoluez, comment vous pensez ce dialogue des territoires ? On a évoqué des choses qui frisent un peu la caricature, les métropoles riches et puis les territoires abandonnés. Comment on en sort et comment vous, sur votre territoire métropolitain alsacien, vous travaillez dans ce dialogue ? Merci d'abord de l'invitation. Je voudrais rejoindre peut-être la première remarque qui était faite sur les aspects sémantiques pour dire que l'Alsace, qui est une région très dense, en fait, représente le pôle métropolitain, je veux dire, est grosso modo caractérisé par l'Alsace, du fait de sa densité. Les alliances, ça a permis de faire, à travers le pôle métropolitain, un magnifique dossier French Tech, qui aujourd'hui prospère et fonctionne bien. Mais je voudrais partir peut-être d'un autre point de vue, qui est celui des métropoles, de la richesse des métropoles, mais aussi de leur poche de pauvreté. On oublie quelquefois que les métropoles portent fortement les poches de pauvreté et on a tendance à l'écarter, à ne pas en parler ou à l'occulter. Oui, pour éviter la caricature, regardez ce qui se passe à l'intérieur même des métropoles et aussi justement ce travail que vous avez à faire dans un dialogue avec les communes, là, du coup. Oui, on a, nous, décidé, en renforçant l'association des maires, d'abord dans la métropole, puis ensuite des présidents d'interco, de se réunir, de travailler ensemble de plus en plus sur l'ensemble des thèmes qui nous préoccupent. Par exemple, je voudrais venir sur des aspects très concrets. Nous sommes en train de travailler sur la biomasse. Nous venons de créer une centrale qui est la plus grosse du Grand Est et qui va produire en fait une énergie propre à partir exclusivement du bois, 100 km à la ronde, forêt allemande inclus, qui ont été achetés par une régie privée qui est Électricité de Strasbourg, qui appartient à Électricité de France, et qui, pour les 10 ans à venir, a acheté cette production de bois qui permet de faire tourner la centrale. Simultanément, nous sommes en train de travailler sur les constructions bois pour faire en sorte aussi de pouvoir régénérer la production du bois noble dans les forêts avoisinantes. Et nous avons décidé d'intégrer, en ce qui concerne nos modes de fonctionnement, une clause autorisée par l'Europe qui est la clause carbone. Cette clause carbone, elle fait que la métropole aujourd'hui est en capacité de produire des marchés publics dont 80% quasiment sont attribués à la région et à des entreprises de la région et non pas exclusivement de la métropole. Alors ça, c'est très important, effectivement, c'est se donner les moyens d'y arriver dans ces alliances, dans des applications concrètes. Et c'est vrai que parfois, il faut passer au-dessus des préférences locales pour affirmer aussi une volonté locale de complémentarité. C'est le cas donc avec le massif vosgien aussi, et c'est là que la région Grand Est prend tout son sens, puisque au-delà de l'Alsace, il y a tout ce travail que vous faites dans un rayon plus vaste. Pour vous dire concrètement, la clause carbone, ça a permis d'attribuer un marché à Pont-à-Mousson et de faire en sorte qu'une chaîne complète de production ne soit pas fermée, plutôt qu'aller acheter nos tuyaux en Chine, et de faire en sorte que nous puissions réaliser, je dirais, avec des entreprises de proximité, un puits de captage gigantesque, 80 millions d'euros d'investissement. Et cette clause, elle nous permet de travailler véritablement
et solidement. Les pôles de compétitivité sont des éléments extrêmement importants aussi dans la mobilisation des territoires et dans l'échange entre les territoires. Et aujourd'hui, c'est créé dans les Vosges quelque chose qui nous intéresse beaucoup, la production de vélos en bois, la production de lunettes en bois, la production de planches de surf en bois et bois carbone, je veux dire, qui montre que dans l'interaction entre les villes, la densité des territoires et des territoires qui pourraient apparaître en tout cas en rupture ou en décrochage, pour reprendre un terme qui m'avait beaucoup hérissé le poil de votre part dans quelques études. Je veux dire, en l'occurrence, des territoires peuvent tout à fait trouver de l'intérêt, renaître et réinstaller, y compris des start-up, dans ce qui est souvent traité de désert territorial. Et par conséquent, on voit bien qu'il y a là une interaction qui peut être tout à fait intéressante. Un dernier point, la production agricole. Si les écoles, dans les agglomérations, si les élus décident qu'il faut repartir vers de l'agriculture de proximité et bio, je veux dire qu'il y a absolument le moyen de faire retravailler de l'agriculture périurbaine et de l'agriculture maraîchère, de l'agriculture fruitière. Et là encore, je veux dire, on constate qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'espace disponible, toujours à partir de la clause carbone, pour faire en sorte qu'effectivement, en respectant les lois des marchés, nous puissions attribuer dans la proximité un certain nombre de commandes et faire en sorte de retrouver de la production dans des territoires qui l'avaient perdu jusque-là. Alors, on verra peut-être tout à l'heure la méthode que vous employez pour travailler avec vos collègues élus du territoire. On va passer en Bretagne avec vous, Nathalie Appéré, à Rennes. Alors, il y a quelque chose qui a dû vous faire plaisir quand Nadine Levrato dit qu'on a besoin de données publiques, que les chercheurs ont besoin de... Rennes est vraiment en pointe là-dessus. Sur la question du big data et du service métropolitain de la donnée, oui. Pour savoir de quoi on parle et ce qu'on peut observer plus finement. On évoquait tout à l'heure les initiatives de votre territoire sur la mobilité, ce qu'on a pu appeler le territoire sans couture. C'est quelque chose où Rennes a été vraiment pionnier, ce secteur. Oui, d'une manière générale, je crois que la question des mobilités, au-delà de la question des transports publics, est effectivement un des champs sur lesquels on a pu défricher, même si il y a des dynamiques nombreuses sur d'autres territoires. Mais avant peut-être de développer, si vous me le permettez, cette question des coopérations concrètes, un petit retour en arrière sur le pourquoi de ces coopérations. Parce que au-delà des exemples, je pense que ce qui est important, c'est le sens de ce que nous faisons et ce que nous poursuivons comme objectif à travers ces coopérations. Je crois qu'on est, et ça a été dit tout à l'heure, dans une période où la croissance, que l'on le veuille ou non, est métropolisée. À partir du moment où elle repose sur des interactions entre l'universitaire, la recherche, le développement, les usages, on voit bien à travers l'ensemble des données économiques que l'essentiel de la croissance est tiré par les aires urbaines, quelle que soit d'ailleurs la forme institutionnelle de ces aires urbaines. Et donc face à cela, face à ce qui est une donnée objective en Europe aujourd'hui, on est finalement confronté à un choix politique. Le choix politique, il est soit celui de la stricte redistribution, c'est-à-dire est-ce qu'on se contente de mécanismes financiers et fiscaux qui permettent de compenser des formes d'inégalité, avec derrière les risques que cela peut comporter, et chacun a bien en tête ce qui se passe en Flandre ou en Catalogne et la montée des égoïsmes territoriaux, même si pour ma part je reste attachée à ce système de redistribution qui renvoie aussi au rôle de l'État. Mais l'autre manière d'envisager concrètement une forme d'égalité, une forme de redistribution, une forme de solidarité, c'est des projets concrets, non pas imposés, mais qui viennent des dynamiques territoriales portées par les élus, mais aussi par l'ensemble des acteurs. Et c'est ce qui permet véritablement, dans une France des territoires, dans une République des territoires, d'atteindre ce qui a été cité par Johanna Roland tout à l'heure et qui, moi, me paraît véritablement une boussole ou un principe conducteur, la question de l'égalité. Non pas d'ailleurs l'égalité des territoires. Je ne crois absolument pas à cette formule qui signifierait un saupoudrage idiot.
mais bien l'égalité dans les territoires. Comment donner les mêmes opportunités à chacun, quel que soit le lieu de résidence. Et donc c'est à partir de là que naissent ces initiatives concrètes de coopération. Alors, initiative concrète et passer au projet, dites-vous, donner du sens à tout cela, pour que ça soit lisible aussi pour les habitants. Hein. Tout à l'heure, on évoquait que le fait que les frontières administratives pour les habitants de vos territoires n'ont pas forcément beaucoup de sens. Hein. Non, et d'ailleurs les frontières, elles sont multiples, et les territoires d'appartenance, ils sont multiples, ce qui fait que les coopérations concrètes, elles sont à la fois sur des échelles variables et sur des thématiques diverses. Et je pense qu'on ne peut pas résumer à une forme institutionnelle la question de l'alliance des territoires. Si je rentre un peu dans le concret, de quel type de coopération menons-nous en prenant l'exemple rennais, j'aurais eu envie, comme vous venez de le faire, de commencer par le GHT, le groupement hospitalier de territoire, parce que je trouve qu'il y a là une manière forte, et pour l'avoir vécu moi en tant que présidente du conseil de surveillance du CHU de Rennes, une manière forte de comprendre les interactions gagnantes-gagnantes dans un respect véritable de chaque partenaire, et y compris avec des collègues qui sont parfois méfiants vis-à-vis de ce que représente une métropole considérée dans sa toute-puissance. Je pense à des collègues voisins. Lorsqu'on rentre dans le concret d'une coopération sur comment ça permet des gériatres, comment ça permet des IRM, comment ça permet véritablement d'attirer des praticiens là où c'est pas possible sur certains territoires, et comment ça évite d'engorger certains services du CHU, là chacun se rend compte à quel point cette coopération est bénéfique et à quel point on a besoin du moteur métropolitain. Mais ces coopérations concrètes, elles sont effectivement valables aussi sur le champ des transports. Hein. Vous avez cité, puisque je sens que vous avez envie que j'y vienne, la question des mobilités, la carte Corrigo, qui était un élément premier d'une carte service qui est aujourd'hui un support pour l'ensemble des collectivités bretonnes dans le champ des transports. Le fait que, à l'initiative d'Emmanuel, qui en parlerait mieux que moi, nous avons souhaité intégrer dans le pacte métropolitain d'innovation un contrat territorial avec en l'espèce non seulement les EPCI qui voisinent la métropole rennaise, mais aussi Vitré, Redon, Fougères, dans des réflexions, des recherches-développement, mais aussi des applications concrètes sur les mobilités nouvelles, avec cette volonté commune de trouver des réponses, non pas seulement en termes d'infrastructures de transport, mais de mobilité active, et permettant notamment de lutter contre la voiture solo, puisque c'est un des gros enjeux de la fluidité du trafic aujourd'hui. Donc voilà des coopérations concrètes. Un exemple peut-être assez proche de ce qu'évoquait Robert Herrmann tout à l'heure, où on est sur des coopérations véritablement pratico-pratiques. Nous avons mis en place depuis de nombreuses années au niveau de la ville de Rennes et de la collectivité eau du bassin rennais un marché qui nous permet non pas d'acquérir des données alimentaires, mais d'acquérir de la qualité de l'eau. Et ça permet notamment à l'échelle du bassin versant d'avoir une dynamique vertueuse entre les grands acheteurs de denrées alimentaires et les producteurs locaux, pour que, à proximité des points de captage et sur l'ensemble des bassins versants, on ait des conversions agricoles. On a bien là la preuve au quotidien du caractère vertueux de ces coopérations. Et quand je parle de multi-échelle, c'est quelquefois sur des thématiques, quelquefois à l'échelle départementale, à l'échelle intercommunale, sur de l'échelle plus vaste du pôle
métropolitain tel que les choses étaient évoquées, mais aussi sur des rapprochements bien compris de ville à ville. Je crois que définitivement, on a tourné la page des compétitions hostiles pour rentrer dans des coopérations utiles et bien comprises. C'est le cas entre Rennes et Nantes, par exemple. C'est le cas aussi entre Rennes et Saint-Malo, où là, on multiplie véritablement les politiques intégrées, que ce soit sur le champ des transports, mais aussi du tourisme, de la culture, de Donc le l'économie. choix assumé de la coopération, et là encore, à travers l'exemple de la politique de l'eau, des montages juridiques différents, hein, sortir des cadres habituels pour inventer des choses qui vont servir la dynamique territoriale. Raymond Vall, sénateur-maire de Florence, mais aussi le président des pôles d'équilibre territoriaux, les pays, avant de parler de votre propre pays, des portes de Gascogne, plus généralement, ce débat général qui oppose urbain, rural, comment vous le voyez, comment vous dépassez tout cela? Et quand Johanna Roland nous dit il faut travailler ensemble, le ensemble, comment les élus ruraux que vous représentez le voient? Bien, d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Et c'est vrai que j'ai écouté tous les intervenants jusqu'à présent. Et je suis ravi d'abord de l'introduction qui a été faite par Madame Johanna Roland sur l'importance de bâtir un projet de territoire en faisant participer ses habitants. J'ai été également très impressionné par ce qu'a dit Madame Nathalie Appéré sur cette vision qu'on peut avoir quand on est maire d'une grande ville et qu'on est intégré dans un grand ensemble comme celui de Loire-Bretagne, de commencer à percevoir que nous devons absolument intégrer au plus large possible un territoire. Un tweet qui nous dit tous les territoires et en gros écrit tous les territoires. Parce que, en fait, je ne sais pas si c'est France Stratégie, mais je crois que les chiffres qui sont aujourd'hui annoncés, c'est 82% de la richesse est concentrée sur les métropoles et les zones urbaines. Et que si nous ne prenons pas garde, en 2040, 72% de la population sera dans des zones urbaines. Je ne dis pas métropolitaines, mais urbaines. Donc ces chiffres, je les vis, monsieur. Vous m'avez demandé comment je le voyais. Moi, je vais vous dire ce que je ressens. Je suis dans un département qui s'appelle le département du Gers, où nous avons un potentiel fiscal qui est l'avant-dernier de l'ancienne région Midi-Pyrénées. Et c'est vrai que, pour autant qu'on ait une capitale et cette métropole aujourd'hui de Toulouse, avec 800 000 habitants, mais à 60 km de la métropole, c'est la désertification, avec 7 jeunes sur 10 qui partent, parce qu'il n'y a pas la possibilité de fixer de la valeur ajoutée et donc du travail. Donc c'est vrai que moi j'étais ravi de ces différentes interventions, parce que, voilà, nous y sommes, et comment fait-on? Comment fait-on concrètement? Alors, les différentes lois qui sont passées aujourd'hui, depuis 2014, ont en plus créé de l'incertitude sur les territoires, bouleversé les cadres dans lesquels nous agissions jusqu'en 2014, ça a créé une forme de séparation, une forme de fracture dont vous parlez souvent, dont les résultats ont été tout de suite perçus sur le plan politique. Et à l'inverse, donc, nous avons également, en voulant décentraliser, créé une nouvelle forme d'inquiétude par rapport aux tailles de ces nouvelles régions, qui ont créé en quelque sorte une nouvelle distance difficile aujourd'hui à réduire, ce qui fait que quand le gouvernement précédent a signé les 15 pactes État, innovation, métropole métropolitaine d'innovation, nous avons perçu une lueur d'espoir, parce que dans ces pactes, il y a à l'article 2 une première décision pour travailler sur l'alliance des territoires qui prévoit une coopération avec un territoire les proche. Contrats de réciprocité. Et donc ces contrats de réciprocité. Mais avant qu'on y vienne, tout à l'heure, Romain Pasquier disait mais le problème c'est la fragmentation. Oui, mais alors comment on en sort? Alors justement, d'abord, les contrats de réciprocité n'ont pas de cadre juridique. Ils sont ouverts. Ils permettent justement de répondre à ce souci de dire est-ce qu'il y a des frontières des métropoles et des autres territoires. Et deuxièmement, la fragmentation communale, c'est les pays et les PETR qui répondent.
C'est vrai qu'on ne peut pas envisager une coopération entre un grand ensemble de 800 000 ou 1 million d'habitants s'il n'y a pas à côté un partenaire qui s'est au moins doté d'un territoire et d'un projet. Et d'un projet. Et donc c'est ce territoire de projet que nous défendons, nous, dans notre Association nationale des PETR, en disant, bien, effectivement, la démocratie participative, ça existe. Les conseils de développement qui intègrent donc les acteurs d'un territoire sont là pour, avec les élus, se doter de ce projet de territoire. Et c'est ce projet de territoire que nous défendons qui permet d'ouvrir ce dialogue qui est prévu dans ces pactes entre l'État et les métropoles et que nous avons mis en œuvre en ce qui nous concerne. D'abord à Brest, puis c'est un PETR qui a donc été le premier à signer un contrat de réciprocité. Et puis sur votre territoire, on va y revenir. Voilà, mais avant justement... sur la méthode dans le dialogue des territoires, je me tourne vers Robert Herrmann, parce que vous, justement, on a utilisé tout à l'heure l'expression « toute puissance ». Des métropoles, où on peut parler d'hégémonie. Et vous dites, mais je vais travailler avec l'association départementale des maires du Bas-Rhin, par exemple, et les présidents d'Interco. Oui, je voudrais faire remarquer quand même quelque chose. D'une part, la loi rattrape toujours un phénomène, elle n'est pas devant le phénomène. La métropolisation, elle était à l'œuvre. Et j'ai envie de dire que la loi MAPTAM et la loi NOTRe ont permis de prendre en compte fortement un milieu rural qui était en train de partir, de s'éloigner, je dirais, sans qu'il y ait de regard particulier, et que cette loi, elle a permis de reposer le débat. Et qu'aujourd'hui, je veux dire, si on est dans cette action en direction des territoires au-delà de nos métropoles, je n'aime pas le terme d'Interland, je veux dire qu'en l'occurrence, c'est bien du fait de la loi MAPTAM et de la loi NOTRe, je dirais, et de la mise en œuvre de l'ensemble des éléments qui concourent à cela. Et en l'occurrence, j'ai la sensation, effectivement, que nous sommes freinés par le nombre de communes, je veux dire, en France. Quand même, il faut mesurer à quel point nous sommes différents d'autres pays. J'ai été invité, il y a de cela 2 ans, à Graz, et je suis arrivé au moment où le gouvernement venait de décider dans cette province de supprimer l'ensemble des mairies de moins de 500 habitants. Et je me suis dit que j'allais arriver avec des gens, avec des banderoles, des fourches, comme on peut le voir chez nous, quoi. Et pas du tout. On était une assemblée comme ça, 400 maires, qui étaient en train de dire, bon, comment on s'organise maintenant ? Et qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir faire vivre nos territoires ? Et ça s'est passé d'une manière tout à fait étonnante. Et vous évoquiez l'exemple allemand, et je salue notre collègue de Nuremberg, mais les Allemands sont aujourd'hui 8 000 communes. On a toujours plus de communes en France qu'en Chine. Et par conséquent, je veux dire que ça doit permettre de faire un peu... Alors, on ne va pas prendre le débat qui nous emmènerait bien loin sur l'organisation communale, mais vous justement, vous avez dit, je vais travailler avec les intercos au sein de l'association départementale des élus. Je crois qu'il faut dire que la loi MAPTAM a fait ouvrir les yeux sur les voisins, ce que nous ne faisions pas avant. Et le système de travail en réseau a été renforcé par cette loi et par la loi NOTRe et la loi MAPTAM. Ce système n'existait pas avant. Et il est aujourd'hui, je veux dire, un système qui est en train de s'installer solidement dans un dialogue fécond, en l'occurrence. Et vous le reconnaissez vous-même, et je crois que c'est bien de le poursuivre et de l'organiser, de le structurer. Bien sûr, nous travaillons dans l'ensemble des agglos avec les présidents des intercommunalités. Bien sûr, nous travaillons avec les principaux centres, et on regarde des opportunités qui sont évoquées, comme cela l'a été, que ce soit sur la santé, que ce soit sur d'autres sujets. Nous saisissons ces opportunités pour renforcer le maillage territorial et le réseau territorial. La compréhension du fait qu'on ne peut plus travailler autrement qu'en réseau aujourd'hui, que ce soit sur le plan local, sur le plan national ou sur le plan international, je veux dire, est une vérité qui aujourd'hui s'affirme de plus en plus et n'est plus contestée par personne. Et chacun est en train de rechercher là le moyen d'affiner ses propres réseaux, y compris dans le milieu rural, je dirais, pour produire un certain nombre d'innovations. Et on constate... Donc il faut avoir une approche volontariste, vous dites affiner les réseaux, trouver les bons contacts. Et moi je constate aujourd'hui que ce phénomène de réseau très fortement porté par les métropoles est en train de devenir une réalité dans le milieu rural, qui est en train de reprendre son bâton de pèlerin et de faire des propositions en direction du milieu urbain. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant et qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Et cela d'une manière qui est assez forte, assez systématique, à travers les structures telles que celles que vous représentez, ou un certain nombre d'opportunités qui sont posées. Merci. On va ouvrir le débat avec vous, si on peut mettre un peu plus de lumière sur la salle.
on voit déjà des réactions à travers le tweet wall, mais qui souhaite intervenir? Voilà, déjà une main qui se lève, et si le micro peut venir jusqu'à vous, monsieur, ça serait parfait. Où sont les micro-baladeurs? Voilà, il arrive. Monsieur au milieu. Vous vous présentez, s'il vous plaît? Oui, oui. Non, non. Ah, d'accord. Oui, bonjour. Guy Jourdain, président du Conseil de développement de Brest Métropole et du Pays de Brest, et co-coordinateur du réseau des conseils de développement bretons. J'ai été étonné quand même d'attendre que M. Val parle pour entendre parler des conseils de développement. Nous étions conviés à cette journée aussi. Donc je pense que les conseils de développement représentent des milliers de bénévoles qui travaillent dans tous les territoires, justement sur cette alliance des territoires, sur des projets, sur la mobilité, sur les centralités, sur tous les sujets. Et je pense que l'avenir, une alliance des territoires, notamment entre les métropoles et les pays, ne se fera pas sans l'aide de ces conseils de développement. Et des Césaires aussi qui n'ont pas été cités. Donc toute la société civile organisée et les citoyens, c'est pas possible de les oublier comme ça a été fait ce matin jusqu'à présent. On n'est qu'au début de la journée, hein, pour les oublis. Oui, mais le fait que, c'est bien de les tout de suite les mots mettre dans même le ne soient débat. pas cités, que les agences d'urbanisme soient cités, bon, c'est très bien, mais je veux dire que les citoyens ou l'organisation, les lois NOTRe et MAPTAM, qui ont institué comme des conseils de développement dans tous les territoires, maintenant les EPCI, de plus de 20 000 habitants, on ne peut pas passer à côté, parce que ça veut dire quelque part qu'on oublie quelque chose. Alors justement, peut-être Nadine Levrato ou Romain Pasquier, comment on associe dans une démarche de développement avec les acteurs économiques, les acteurs sociaux, quelque chose qui pourrait rester un peu la chasse gardée des responsables publics? Romain Pasquier. Bon, pour répondre peut-être en écho à ce qui vient d'être dit, j'ai omis de préciser qu'on avait eu hier tout un atelier sur les innovations politiques en manière d'alliance de territoire et qu'on a parlé de la participation citoyenne, évidemment. Que sans participation citoyenne, sans politique délibérative, pour co-construire un projet, un récit territorial intégré justement entre la diversité de ces territoires, il y aurait sans doute une disjonction entre des perspectives stratégiques et effectivement un récit plus partagé, plus sociétal. Donc je pense que ça fait partie du débat. Après, il faut bien regarder à quelle échelle on met la démocratie, hein. Et là, il y a un jeu d'échelle qui n'est pas forcément toujours le même entre un Loire-Bretagne. Est-ce que la Loire-Bretagne, c'est l'échelle de la démocratie? Quel type de démocratie on met à l'échelle de la Loire-Bretagne, par exemple? Ça, ce sont des questions un peu redoutables. Même nos intercommunalités ont déjà cette disjonction, hein. Les expériences de budget participatif, c'est plutôt à l'échelle des villes aujourd'hui, c'est pas à l'échelle des intercommunalités, ou pas encore, ou insuffisamment, enfin j'en sais rien. Mais donc là, je pense que la question de la participation citoyenne, c'est un vrai sujet, mais ça pose la question des échelles. Alors justement, hein, les élus que vous êtes, Robert Herrmann, c'est de travailler sur toutes ces échelles en mobilisant les acteurs du territoire, quel que soit leur statut. Vous évoquiez tout à l'heure les pôles de compétitivité, là on est bien sur du développement économique. Oui, je crois que tous les acteurs trouvent leur place dans l'ensemble du débat. Il n'y a pas d'exclusive et on est plutôt à la recherche de coopération que d'exclusion. Je dirais, les politiques mises en œuvre aujourd'hui sont extrêmement inclusives. Et de ce point de vue, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant débattu, autant discuté qu'en ce moment. Je veux dire en particulier au niveau des intercommunalités. Je ne sais pas si les chercheurs s'en font la remarque, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui est nécessaire, qui est utile. Oui, puis il faut rappeler quand même qu'on est dans un nouveau paysage intercommunal. Les périmètres ont été refaits depuis le 1er janvier dernier. Il y a toute une recomposition qui est en train de s'opérer actuellement. Et peut-être, parce que tout ça peut apparaître aux yeux d'un certain nombre de concitoyens comme très techno, que dans le conseil de développement de l'Interco que je préside,
J'ai posé la question en écho à ce que disait Mme Appéré tout à l'heure. J'ai posé la question, puisque j'ai droit à une saisine par an du Conseil de développement, de rechercher les critères du bonheur et de la satisfaction des citoyens dans les politiques publiques mises en œuvre. Parce qu'il me semble qu'au-delà de tous ces débats, c'est quand même cela que nous recherchons. Guillaume Carreau, justement, l'articulation entre ce paysage institutionnel, territorial, les intercos aujourd'hui, et puis d'autres secteurs, comme le secteur de la santé, son organisation, avec bien sûr l'organisation publique, hein, l'hôpital public, mais aussi aujourd'hui le problème des déserts médicaux. On voit la nécessité, là aussi, de sortir de la boîte pour penser les choses. On voit vraiment la nécessité de sortir de la boîte institutionnelle. C'est vrai que la mise en place d'un groupement hospitalier de territoire, c'est aussi derrière ça la mise en place d'une gouvernance avec un conseil des élus locaux du groupement hospitalier où on se réunit, on parle des problèmes de santé publique du territoire, avec un comité des usagers. Donc nous, c'est un peu nos citoyens à nous dans le domaine de l'hôpital, un comité des usagers avec lesquels on partage nos projets, on les tient au courant, on les invite à participer à certains de nos groupes de travail, et certains sont volontaires. Je prends les exemples de groupes de travail sur la prise en charge de la douleur, qui est une question importante aujourd'hui à l'hôpital. On a des usagers qui sont volontaires, et donc ça nous permet de sortir de la boîte hospitalière et d'inclure à la fois les élus et les usagers dans nos prises de décision et dans la prise en compte de ce que l'on peut leur proposer. Voilà, quand on nous fixait pour cette table ronde renouveler le dialogue, c'est qui participe à ce dialogue? D'autres interventions, questions? Voilà, une main qui se lève et le micro qui va venir jusqu'à vous, madame. Voilà. Sabine Utarek, administratrice de l'UNADEL, Union nationale des acteurs du développement local. Je voudrais revenir sur la croissance, un fait métropolitain, et un petit peu à ce que dit M. Herman sur les autres indicateurs de richesse. Je pense que la croissance, évidemment, elle est beaucoup un fait métropolitain parce qu'on reste sur une croissance comptabilisable par le produit intérieur brut, mais que si les autres indicateurs de richesse, bon, il y a certaines régions qui ont travaillé sur cette question, la Bretagne, les Pays de la Loire, les Hauts-de-France, et j'en oublie sûrement, le CGET d'ailleurs, peut-être qu'on verrait aussi, si cette richesse créée dans les territoires dits un peu en décrochage, comme les quartiers politiques de la ville ou les territoires ruraux, on verrait que ces territoires créent énormément de richesses et que ce n'est pas seulement un fait métropolitain. Voilà, je voulais juste apporter cette réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on mesure et comment on le mesure? Bien évidemment, je me tourne vers Boris Lehir. Oui, c'est sûr, le fait métropolitain est très fortement axé sur les questions de croissance et même plus spécifiquement sur les notions d'emploi, parce que même la croissance physique, on n'a pas vraiment de données pour pouvoir localiser spécifiquement savoir si la croissance se fait dans les villes ou pas. L'OCDE donne des estimations de ça, mais on n'a pas de questions là-dessus. Sur l'aspect des indicateurs complémentaires, donc à France Stratégie, on avait fait une note aussi établissant un certain nombre d'indicateurs qui pourraient être pris en compte au-delà du PIB. Et c'est en effet une piste à prendre en compte pour essayer d'aller plus loin sur l'étude territoriale. Et alors c'est vrai qu'on fait des travaux de prospective aussi sur les questions d'emploi. On a tendance à anticiper une continuation de cette croissance de l'emploi dans les métropoles par rapport au reste. Quand on regarde les métiers d'avenir par rapport où sont localisés par exemple les métiers d'avenir par rapport les derniers chiffres l'ont montré, voilà, effectivement. Par rapport aux métiers à risque, plutôt positionnés dans les métropoles, les métiers d'avenir. À l'inverse, quand on regarde la transition écologique, tout ce qui est prévu dans la transition écologique, il y a un nombre de projets qui permettent d'intégrer les territoires autour des métropoles de façon beaucoup plus intégrée. Nadine Levrato, sur cette question de la mesure et des éléments à prendre en compte quand on parle de développement? Alors, en effet, quand on est sur les indicateurs de type emploi ou PIB, avec toutes les limites qu'on peut mettre en évidence sur cette notion, on a une impression de surperformance des métropoles. Mais les métropoles, finalement, produisent de tout. Y compris de la pauvreté et des inégalités. Les travaux de l'Observatoire des inégalités, de l'Observatoire de la pauvreté montrent que les différences et les disparités à l'intérieur des métropoles sont bien plus importantes qu'entre des régions non métropolitaines et les métropoles. Donc il y a cette différence entre inter et intra.
et qu'en plus, toutes les métropoles ne se comportent pas de la même manière. On a des métropoles qui marchent bien, on a des métropoles qui marchent moins bien, y compris en termes d'emploi et de création de richesses. Donc je pense qu'il faut faire attention, là encore, quand on dit les métropoles, d'abord, avec le grand nombre de métropoles que l'on a en France, on n'a pas une catégorie unique de métropoles. Et de surcroît, le fait de propager le discours ou l'idée que toute la richesse est produite dans les métropoles a eu des effets néfastes dans le sens où on a considéré que ce qui se faisait dans les territoires voisins, et notamment toute la production industrielle, n'était finalement que des scories du développement métropolitain. Et je pense que c'est grave à deux niveaux. Premièrement, en matière d'emploi. Deuxièmement, en matière de valeur ajoutée. Et j'ajouterai un niveau en matière de compétitivité économique nationale. Donc attention à ne pas développer les métropoles au détriment d'autres territoires, y compris industriels. Et puis, au-delà des métropoles, les pôles métropolitains dépassent cet aspect. Robert Herrmann. Je voudrais juste dire un mot à ce propos, parce que les métropoles, elles ont une double fonction. Aujourd'hui, dans le cadre du débat d'aujourd'hui, on voit bien qu'elles sont un élément, je dirais, de revitalisation, quelquefois de survie, mais en tout cas de revitalisation souvent, de ce que sont leurs territoires au-delà des limites territoriales, souvent, je veux dire, telles qu'on les définit aujourd'hui. Mais elles ont une autre fonction, qui est d'assurer aussi la compétitivité à l'échelle internationale. Je veux dire que où est-ce que l'on pourrait trouver sinon le développement des nouvelles technologies médicales? Alors là, c'est le discours, la métropole locomotive. La métropole locomotive, mais c'est une fonction qu'il ne faut pas oublier. On ne vit pas sur nous-mêmes. Et on est bien dans des compétitions. Je le vois sur Strasbourg, où nous avons la chance d'avoir une université remarquable, avec, pour reprendre un mot de son président, 4 prix Nobel en état de marche. Mais en l'occurrence, je veux dire, nous l'avons parce que nous sommes un centre urbain et que nous sommes dans un milieu dense et que nous avons une université historiquement, je dirais, solide, forte et dynamique, avec des réseaux internationaux. Et si nous avions été dans le système d'une université totalement étiolée, je veux dire, en mettant des petits bouts partout sur le territoire, je veux dire, nous ne serions pas aujourd'hui dans les différents classements internationaux, avec la réserve qu'on peut avoir sur les classements, mais nous ne serions pas dans ces classements. Et ne pas y être, c'est ne pas pouvoir accueillir un certain nombre de chercheurs, un certain nombre de facteurs, je dirais, qui viennent renforcer ce qu'est aujourd'hui notre pays, dans des compétitions qui sont absolument nécessaires. Alors, il y a la locomotive, mais comment Raymond Vall peut être dans un wagon de queue et d'être vraiment dans ce réseau Oui, non, par rapport à ce qui vient d'être dit, il n'est nullement question de contester le fait que les métropoles doivent être des locomotives et qu'on est dans une économie mondialisée et qu'il faut que nous soyons tous conscients de ce problème-là et que nous participions à ce que ces métropoles soient compétitives. Cela dit, la géographie, la dimension des territoires n'est pas la même partout. En Alsace, on peut imaginer une concentration des universités. Dans une région, la première région Midi-Pyrénées, qui était l'équivalent de la Belgique, on ne pouvait pas tout concentrer à Toulouse parce que d'abord, à cette époque-là, on n'était pas préparé à ça. Et on ne peut pas laisser des villes de 50, 100 ou 200 000 habitants avec des étudiants qui ne trouvent pas de place dans la capitale régionale de l'époque. Donc là aussi, je pense que, très sincèrement, ça fait 10 ou 15 ans qu'on n'a pas de politique d'aménagement de territoire. Et que ce fait métropolitain, s'il a été reconnu par la loi MAPAM, et on est tous d'accord qu'elle soit là pour nous permettre de discuter, ben, il reste tout à faire en termes d'aménagement de territoire. En tout cas, c'est ma vision vue d'un territoire rural. Mais pour revenir sur le concret, ben, c'est vrai qu'on a eu la chance, dans cette métropole de Toulouse, d'avoir un président qui est président de France urbaine, et donc il a ouvert le débat. Mais il a fallu attendre qu'il soit là pour qu'on ouvre un débat, alors que ça fait 15 ans qu'à travers les pôles de compétitivité, qui ont été des formidables aspirateurs, au détriment des territoires d'ailleurs périphériques, il faut le dire, aujourd'hui, le fait métropolitain permet effectivement d'essayer de corriger. Et en ce qui nous concerne, bien, nous avons, à partir de cette métropole et de cette filière aéronautique, ouvert un dialogue dans un contrat de réciprocité. Voilà, et ça, c'est votre pays des Portes de Gascogne. Voilà, avec un pays de Portes de Gascogne qui est contigu avec le pôle de compétitivité et qui, en 10 ans, a reçu presque 10 000 habitants de plus, qui sont à 90%
des acteurs de ce pôle aéronautique. Et on voit bien là le problème. Vous savez, ce pôle aéronautique, il est implanté dans une ville qui s'appelle Blagnac, où il y a un aéroport. Blagnac compte 25 000 habitants, mais compte 50 000 emplois. Et donc ces 50 000 emplois, moins 25 000, ils sont où, par qui ils sont tenus? Par des acteurs et ils sont aussi chez vous, qui ont décidé d'aller se loger ailleurs et pour lesquels, pour l'instant, on avait très peu d'outils pour essayer de réguler cette situation. Je me suis beaucoup battu à l'époque de la taxe professionnelle pour qu'on admette quelque chose de simple. On pouvait déterminer quelle était la contribution à la richesse de cette main-d'œuvre. C'était 20%, puisque le président Chirac en avait exonéré d'ailleurs les entreprises. Il suffisait qu'on regarde un petit peu où habitaient ces gens-là pour qu'on sorte de ce principe simple. On ne pouvait pas garder la richesse produite uniquement sur le lieu de production, on pouvait la répartir sur le lieu d'habitation. Et on aurait réglé un grand nombre de problèmes et on aurait évité que les gens s'agglutinent dans les grandes capitales, parce que là où ils habitaient, nous recevions un peu de la production de leur richesse qu'ils avaient produite dans la métropole, mais nous pouvions répondre aux crèches, nous pouvions répondre aux écoles, et ça n'a pas été fait. Alors faire vivre cette réciprocité, aujourd'hui, c'est ce que vous faites. La réciprocité aujourd'hui fait que de toute façon, nous avons, comme cela a été dit, travaillé sur les problèmes de mobilité, on a travaillé sur le problème du télétravail, tout ça parce qu'il y a un autre grand rendez-vous qui le permet, c'est le désenclavement numérique. C'est vrai que tous ces territoires périurbains et ruraux, tant qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'être désenclavés sur le plan numérique, il était difficile. La condition indispensable. Oui, mais c'est le rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Et c'est vrai que dans le contrat de réciprocité, vous savez, dans le pôle aéronautique de Toulouse, il y a 40 000 personnes qui arrivent le matin, 40 000 personnes qui partent le soir, dont certains vont à Nantes d'ailleurs, tous les jours. Et donc c'est vrai qu'on travaille avec Airbus, dans le cadre d'une loi qui va s'appliquer en 2018, pour voir comment on peut, nous, sur les territoires où habitent un certain nombre d'acteurs du pôle aéronautique, comment on peut les garder. Comment on peut les garder 3 jours par semaine ou 2 jours par semaine, parce qu'on aura le haut débit et parce qu'on aura aussi de la cybersécurité, parce que ce sont des domaines sensibles, mais on permettra à des habitants de rester 2 ou 3 jours sur le lieu de leur résidence, de consommer sur place, et puis d'aller 2 jours s'il le faut, mais on réglera une partie de cette mobilité qui est un drame dans les périphéries. Voilà, que les mobilités ne soient plus un drame, mais au contraire quelque chose qui irrigue. Voilà. Alors je voudrais dire aussi qu'on a travaillé sur le problème, ça a été évoqué, et ça m'a beaucoup intéressé, vous avez évoqué le problème de la production à l'intérieur des territoires, même s'il n'y a pas de limite des métropoles. Mais voilà, c'est un sujet qu'on a pris à bras le corps, et très rapidement, on a créé une économie circulaire. C'est-à-dire que les gens ont compris que finalement, comme aujourd'hui il y a un grand phénomène de la consommation qui se met en place, les Toulousains vont consommer des produits qui sont à quelques kilomètres, dans les cantines, dans les hôpitaux, dans les crèches, etc. Et parce qu'on a fait l'effort d'ouvrir ce dialogue, et parce qu'on a en même temps, comme vous, on s'est servi du carbone pour dire pourquoi on ferait venir des produits de 300 ou 400 km alors qu'ils sont à 30 km et qui sont de bonne qualité. Bon, il y a d'autres sujets qu'on a évoqués. Mais il y a une question qui est plus une réflexion qui dit justement qu'il s'agisse de l'eau ou de la santé, l'urbain et le rural peuvent apporter autant l'un que l'autre. Bien sûr. Puis je voudrais, permettez-moi de le faire, je voudrais dire que dans le rural, il y a aussi des pépites. Il ne faut pas aller à cette discussion, à cette négociation, comme le bourgeois de Calais, excusez-moi, en disant voilà, on va se faire manger par les métropoles, etc. Non, nous avons des richesses dans la ruralité ou dans le périurbain. Je prends par exemple Tampy, je prends le mien. On a dans ce territoire du pays Porte de Gascogne le premier certificateur européen de culture bio, EcoCert, qui nous a permis aujourd'hui, avec une contribution soit des drones, soit du satellite, de proposer à la métropole, sur le spectre total urbain, périurbain et rural, de conduire tout ce qui est 20 hectares de parc ou de végétation de la métropole, puis en même temps de sauvegarder des jardins qui existaient dans la métropole, qui vont produire des plantes médicinales qu'on va transformer dans le territoire rural. Donc on ouvre là un champ qui est réconciliant et qui nécessite, et j'insiste là-dessus, que les acteurs économiques et autres d'un territoire participent à l'élaboration d'un projet. On arrivera à des contrats de réciprocité que si on est en mesure de se doter
d'un projet dans ces territoires. Et se doter d'un projet dans ces territoires, c'est là qu'est la faiblesse. Nous manquons d'engineering, nous manquons évidemment de la possibilité de se doter, de se construire ce projet. Et sans ce projet, c'est difficile d'arriver à un contrat de réciprocité. Alors, nécessité d'avoir les outils pour construire le projet. On va y venir tout à l'heure dans d'autres débats, comme la question alimentaire, la question agricole que vous évoquez.